Bonsoir, Anissé Yombouranyama. Bonsoir, M. Edi Tiala. Nous vous recevons en ce moment précis où la République démocratique du Congo va amorcer un virage assez déterminant. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a dit très clairement. C'est parti de Kisangani, où il a dit qu'il faudrait revoir la constitution congolaise. Il mettra en place une commission qui réfléchira sur la suite à donner à cette décision qu'il a prise après avoir été à la tête de la République démocratique du Congo pendant près de 6 ans. Est-ce que vous pensez que la révision constitutionnelle est opportune? Merci beaucoup, M. Edi Tiala. Je voudrais saluer les innombrables téléspectateurs de la télévision nationale qui est suivie partout à travers le monde et à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Monsieur Edi Tiala, votre question est précise et je vais aussi vous donner une réponse précise, sans tergiversation. Je vais vous dire que j'ai des palpitations stomacales et cardiaques. Je dirais même lombaires, de constater que certains de nos compatriotes se donnent le luxe de clouer le président de la République au pilori comme s'il avait commis un péché parce qu'il annonce une éventuelle révision ou en fait un changement de la Constitution et une commission sera mise en place à partir du mois de janvier. J'ai des palpitations. Je ne comprends pas où est le problème. Et la question, oui ou non, est-ce que c'est opportun soit de réviser, soit de changer la Constitution? Cette question n'a pas de sens. Elle n'existe pas, elle ne devait pas exister. Mais moi, je vais tout de suite vous donner ma position. Parce que je suis un homme clair et précis dans ce que je fais. Pour moi, réviser cette Constitution, c'est perdre du temps. Ce qu'il faut faire, c'est changer. Moi, je parle du changement de la Constitution. Pourquoi? Je vais évoquer des raisons. Nous devons changer cette Constitution parce que la première raison que je donne est très simple. Ce sera pour la toute première fois dans l'histoire de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, d'avoir une Constitution votée par un Parlement élu. Et ce sera pour la première fois pour les Congolais d'avoir une Constitution promulguée par un président de la République démocratiquement élu, honnêtement élu, et je dirais même sincèrement élu par le peuple congolais. Ça, c'est quelque chose de capital. Je ne m'arrête pas là, mais je vais cristalliser cette pensée. Est-ce que vous savez que la constitution que nous avons aujourd'hui, c'est une constitution du sang? Je suis peut-être trop fort, mais je dois le dire comme ça. Du sang, pourquoi? Parce que c'est une constitution des belligérants. Vous savez dans quelles conditions nous avons eu cette constitution? Pour moi, c'est une constitution méphistophélique. Elle est une constitution sulfureuse. Elle est une constitution machiavélique. Elle est mauvaise, elle est démoniaque. Elle est diabolique, cette constitution. Il ne faut pas la changer. Et pas la réviser, il faut la changer. Tous les malheurs que nous avons ici, je crois que c'est à cause de ça. J'évoque d'autres raisons pour que les gens comprennent pourquoi je parle du changement. Deuxième raison que j'évoque. Monsieur Edi Tiala, il y a ce que j'appelle l'article 181 de la Constitution, qui parle de la Caisse nationale de péréquation. La Caisse nationale de péréquation a 10% du budget national. Pour moi, je suis peut-être le premier Congolais à proposer cela lorsque le changement aura lieu de la Constitution. C'est ça que je veux, moi. Il faut que le budget alloué à la Caisse nationale de péréquation aille jusqu'à 60%. Les gens vont dire, mais il est fou. Non, je ne suis pas fou. 40%, c'est beaucoup pour les institutions, les salaires des gens. Parce qu'avec 60%, nous aurons la capacité d'investir dans nos provinces en vue de mettre fin au déséquilibre qui existe entre les provinces. Les Lualaba, ce n'est pas le Kasaï, ce n'est pas le Sankourou. Le Haut-Katanga, ce n'est pas... La raison, c'est que pourquoi on doit changer cette constitution? C'est parce qu'il y a des choses qu'il faut de manière substantielle transformer. Il y a des institutions politiques budgétivores auxquelles il faut mettre un terme. Un exemple, je n'ai peur de personne. Le Sénat doit être supprimé si tout ne dépendait que de moi. Les assemblées provinciales, il faut les supprimer. Ce budget-là, l'argent, en fait, la République va engranger des ressources supplémentaires pour que les investissements puissent avoir lieu. Et quand je parle de la Caisse nationale de péréquation, comme je venais de l'évoquer, ce n'est pas seulement pour mettre fin au déséquilibre entre les provinces. Non.
la Caisse nationale de péréquation peut avoir beaucoup plus de pouvoir pour que les investissements sur le plan transversal en ce qui concerne les secteurs de la vie nationale soient pilotés par cette structure-là. Pourquoi pas, en lieu et place de donner l'argent, voilà, les saupoudrages, plusieurs structures, des détournements. Je termine maintenant cette pensée-là pour dire, en passant parmi d'autres raisons pour lesquelles on doit changer la Constitution, moi j'aime beaucoup l'anglais. Je veux que l'anglais devienne la seconde langue officielle de la République démocratique du Congo. Et pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, le changement de la Constitution est imminent et non la révision. Le chef de l'État a dit qu'il convoque une commission à partir de janvier et c'est la commission qui va travailler sur la chose. Je pense que c'est pour une raison simple. Le chef de l'État veut faire quoi? Il veut en fait incorporer dans la nouvelle Constitution que nous aurons ce que je qualifie de des réformes structurelles profondes, des réformes structurelles très importantes qui vont permettre à notre population d'accéder au bonheur. Parce que c'est le bonheur. C'est ça, Anissé Yomboranyama. Le président de la République l'a dit, mais en face, il y a l'opposition qui n'est pas du tout d'accord et qui pense que c'est une idée derrière de s'éterniser au pouvoir. Comment vous avez aperçu ou vous percevez, je vais dire, cette attitude de l'opposition et dans laquelle opposition on peut trouver des personnalités comme Emmanuel Chadari, en tout cas celles, je parle des personnalités qui ont participé à la première révision de 2011. Monsieur Edi Tchala, sans embâche ni faux fouillant, je pense que parler de l'opposition en ce moment-ci, je me sens très mal à l'aise. Et je me pose la question, par quelle mouche est-elle piquée cette opposition? Voici comment je vais décrire l'opposition congolaise. La première chose qu'il faut noter, c'est que en face du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a entre guillemets des opposants. Il faut bien me suivre. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que ces opposants que vous voyez, c'est en réalité pour la plupart des cas, vous avez cité un, mais celui-là je le mets de côté, je prends les autres, je ne vais pas les citer ici pour ne pas faire la publicité. Le président Tshisekedi a affaire à des challengers. Ces gens-là sont des perdants, des candidats malheureux à l'élection de 2023, comme je l'avais annoncé au cours d'une conférence de presse à Pullman, que le président allait battre ses adversaires à plate couture. Il les a véritablement et réellement battus à plate couture. Première chose. Deuxième chose, il faut bien les écouter, M. Edi Tchala. Ils ne parlent pas des idées. Le débat tourne autour des sexes des anges. Le débat tourne autour de la jalousie. Vous sentez qu'ils haïssent le président de la République. Non, chers opposants. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mérité de la confiance du peuple. Le peuple congolais a réaffirmé sa prédilection vis-à-vis du président Tshisekedi. Non, on n'est plus en... Il y a derrière l'idée d'un troisième mandat. Oui, j'y arrive. Ouais. On n'est plus en campagne électorale, on n'est pas en 2023. Parce qu'il y a des opposants qui continuent à avoir des nuits cauchemardesques. C'est ça le problème. Monsieur Edi Tchala, l'opposition que nous avons en face ici, et là je dois crever l'abcès, tous ces gens qui sont en train de lancer l'anathème contre le président de la République, l'inoxydable président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais tous ont des cadavres dans le placard. Regardez-moi bien dans les yeux. Tous les opposants qui veulent faire des leçons aujourd'hui, ils ont des squelettes dans les placards. Moi, je ne leur fais pas confiance. Et autre chose que je dois donner ici comme détail, avant de répondre à ce que vous dites là, M. Edi Tchala, il n'existe pas d'opposition en République démocratique du Congo, selon moi. Il n'existe que des opportunistes subversifs ou séditieux. Passez-moi ce pléonasme. C'est de la subversion. Ôte-toi de là que je m'y mette. Ils sont à la recherche du pouvoir. Le président Tshisekedi n'est pas là pour s'éterniser au pouvoir. Mais je vais rappeler ici un concept important. Quel concept je vais rappeler? Le concept de la conquête du pouvoir. Il y a des auteurs comme Nicolas Machiavel. Vous le connaissez très bien, l'italien. C'est pas un bon exemple. Non, attendez. Non, tout n'est pas mauvais avec Nicolas. Nicolas Machiavel disait ceci. La conquête du pouvoir est centrale en politique. Il n'a pas tort partout. Tout ce qui est machiavélique, l'expression existe, ce qui est machiavélique et diabolique. Mais tout ce que Machiavel avait dit n'était pas mauvais. Machiavel avait dit ceci. En politique, on se bat pour conquérir le pouvoir. Après, il faut l'exercer.
après l'avoir exercé, il faut penser à comment les conserver le plus longtemps possible. Ça, ce n'est pas un péché. Le président Tshisekedi travaille pour le peuple congolais et il met en place toutes les stratégies nécessaires pour atteindre les objectifs. Mais les opposants en face de nous jouent à la diabolisation, à la manipulation, et ils tombent même dans ce que j'appelle le comportement séditieux, comme je viens de l'évoquer. Vous qui êtes très intéressé aux questions économiques et financières, est-ce que vous avez pensé au coût qu'une telle entreprise impliquerait? Changement de la Constitution. Entre le bonheur des Congolais et les dépenses à effectuer, le choix est clair. Le bonheur est plus important que l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Ce pays n'est pas pauvre. Ce pays a beaucoup d'argent. Nous avons la large latitude de changer notre constitution pour que nous ayons une constitution qui n'est plus celle du Rwanda ou celle des belligérants ou celle d'une certaine communauté internationale, mais nous aurons cette fois-ci une constitution qui appartient aux Congolais. Et ici, je vais aller vite, parce que je sais que nous abordons les questions économiques. Je sais qu'il y a un débat autour du fait que l'article 217. Nous prenons d'abord 219, là où nous parlons de qu'est-ce qu'on dit dans 219? L'article qui évoque les susceptibilités de réviser la Constitution pendant les temps de guerre, les temps d'urgence ou les temps de siège. Ouais. Ça, c'est 219. L'article 219 ne pose aucun problème. Il ne pose aucun problème. Je vais donner des arguments. Le premier argument que je donne est celui-ci. La Constitution que nous avons est un piège, c'est un traquenard, c'est un guet-apens. Pourquoi je l'ai dit? Ça fait quand même 18 ans que cette Constitution régente le pouvoir. Mon raisonnement est très simple et les Congolais qui m'écoutent, parce que je sais que nous avons l'habitude, quand quelqu'un parle, comme on a déjà des prédispositions, c'est qu'il dit on n'écoute plus, mais on prépare tout de suite la réponse à donner. C'est ça les Congolais, nous n'irons pas de l'avant. Écoutons-nous attentivement et nous trouverons des solutions à nos problèmes. C'est vrai que l'article 219 dit que pendant la période de guerre, pendant la période d'urgence ou pendant la période d'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. Oui, c'est la Constitution qui l'a dit, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai dit, on peut réviser la Constitution en temps de guerre. Pourquoi? Parce que si le seul modus operandi d'accéder à la paix, c'est de réviser la Constitution pendant l'état de guerre, l'état de siège ou l'état d'urgence, il faut la réviser si c'est l'unique voie. Sinon, nous attendrons pendant longtemps. Mais je dis, est-ce que vous savez à quel moment la guerre prendra fin? Vous ne le savez pas, c'est un piège. Donc on peut réviser la Constitution. Premier argument. Deuxième argument que je donne ici. Le monde est dirigé par des lois. Il y a ce que nous appelons, vous êtes un scientifique, vous êtes un intellectuel, vous faites partie de l'élite, M. Edi Tchala. La loi de la relativité. La loi de la relativité dit ceci, en des termes simples. Il n'y a rien qui est totalement bon et rien n'est totalement mauvais. Je donne un exemple concret. Vous êtes dans une église en train de prier et vous constatez qu'il y a un kamikaze qui entre à l'église. Les experts constatent qu'il y a un kamikaze. On dit au pasteur, le kamikaze qui vient d'entrer, dans les 5 minutes qui arrivent, c'est l'explosion que l'église va connaître et tout le monde va mourir. Si parmi vous, quelqu'un a une arme, qu'est-ce que vous faites? Vous la battez tout de suite. Vous devez la battre. Oui ou non, tuer, c'est mauvais. Est-ce qu'il est autorisé de tuer? Non, le fait de tuer est un péché dans la Bible et dans la loi. Mais parce que, à des circonstances bien précises, la loi de la relativité intervient. Vous allez abattre les kamikazes pour éviter que tout le monde dans l'église puisse disparaître ou puisse se trépasser. Ça, c'est un exemple fort. C'est le même exemple qui s'applique dans cette histoire de la guerre en République démocratique du Congo. C'est une guerre interminable. Nous n'allons pas attendre que la guerre prenne fin pour réviser la Constitution. Et d'ailleurs, maintenant, il ne s'agira pas de la révision. C'est ce que je propose, moi. Ce sera un changement, ce qui va d'ailleurs au-delà de l'article 219. Donc, nous n'avons plus de questions à nous poser. Le Rwanda a des velléités expansionnistes. C'est une expression que tout le monde utilise ces derniers temps. Le Rwanda ne veut pas nous voir en paix et une certaine communauté internationale parce qu'en relations internationales, comme on l'a dit, les richesses étant reparties de manière inéquitable à travers la planète Terre, les relations multilatérales entre les États ne peuvent être que conflictuelles.
et nous les constatons. Nous le constatons, c'est un débat qui est ouvert. Le président de la République a pris son courage à main et a ouvert ce débat. La commission sera mise en place, mais cela n'empêche pas à chaque Congolais de mettre un point de vue. La radio-télévision nationale congolaise, à travers Questions d'actualité, accorde la parole à ceux qui pensent qu'il faudrait changer la Constitution, à ceux qui pensent qu'il faudrait la réviser et ceux qui pensent aussi qu'il faudrait le statu quo. Vous avez votre parole, mais en tout cas, le débat est lancé. Question d'actualité se poursuit. Anissé Yomboranyama, en ce moment précis, l'économie congolaise... Avant l'économie, je crois que j'allais dire quelque chose. Oui. Je parle du changement constitutionnel. Et les gens regardent le président avec des yeux... Non, je ne veux pas les décrire. Il y a des concepts, je préfère édulcorer. C'est très bien. Je préfère édulcorer. Le changement de la Constitution n'est pas un péché, parce que moi, je propose qu'on arrive au changement. Pourquoi ? Je veux que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fasse ce que l'ancien président français Charles de Gaulle a fait, le général de Gaulle, que nous connaissons tous, avec l'aéroport international de Paris qui est baptisé Charles de Gaulle, grâce à ces messieurs-là. Tout le monde se rappellera ce que l'on a qualifié de 30 glorieuses en économie. Les 30 glorieuses, c'est quoi? Les 30 glorieuses, c'est l'expansion économique sans précédent qu'ont connu la France et tous les autres pays industrialisés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'aux problèmes d'ordre économique qui sont intervenus quelques temps après, parce que le pétrole, le prix du pétrole avait haussé, ça a perturbé l'économie. Mais je voudrais parler de Charles de Gaulle, c'est ça le plus important. Qu'est-ce que Charles de Gaulle a fait? Parce qu'il est resté au pouvoir de 1958, je crois qu'à 1968. Il a fait 10 ans en fait. Tout le monde sait que Charles de Gaulle a fait 10 ans au pouvoir. Charles de Gaulle, pendant les 30 glorieuses, c'est l'homme qui a métamorphosé la France. C'est l'homme qui a reconstruit la France. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par changer la Constitution française. Et on a qualifié ça de coup d'État constitutionnel. Aujourd'hui, plus personne ne se rappelle du changement de la Constitution en France ou du coup d'État constitutionnel. Tout ce dont on se souvient aujourd'hui, c'est le fait que Charles de Gaulle a fait un travail stratosphérique, pittoresque, qui a vraiment transformé la France. C'est ce que je souhaite. Bon, les gens vont dire, mais Anissé est fou. Et alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Tshisekedi peut faire la même chose? Oui, pourquoi pas? Accordons-lui la chance. Pourquoi Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut pas faire comme Charles de Gaulle? Transformer la République démocratique du Congo après le changement de la Constitution. Faire en sorte que ce pays devienne l'un des pays les plus puissants à travers le monde. Pas seulement ici en Afrique. Nous sommes un pays développé. Il ne faut pas oublier, avant d'aborder les questions économiques, je vais dire quelque chose parce qu'on a beaucoup... On insulte les présidents à la télévision, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que moi, quand je parle, j'insulte les gens? Est-ce que j'ai cité le nom d'un opposant? J'aborde les idées, j'avance des arguments. Voici quelque chose de fondamental. Par rapport à la révision constitutionnelle, c'est ce que le président a dit. Il a évoqué l'article 217. L'article 217 parle de la souveraineté. Je n'ai pas ma constitution ici, je ne sais pas où je l'ai oublié. Quand vous lisez l'article 217, monsieur Edi Tchala, vous comprendrez qu'il y a ce que j'appelle l'imbroglio. Il y a une cacophonie. Cet article-là est un peu flou, il est ambigu. En même temps, je termine. L'article, oui, en somme, dit que c'est une cession, il y a possibilité de cession partielle ou d'abandon partiel de notre souveraineté. De souveraineté, oui, au profit de l'intégration africaine. Voilà, mais je vais expliquer parce que le chef de l'État a dit la même chose, non, comme vous. Oui. Mais l'explication qu'il donne, c'est que le président comprend exactement bien la chose. Par rapport aux velléités expansionnistes du Rwanda, la République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Alors, il y a des gens qui disent ceci. Non, moi, je suis choqué. J'ai vu des quidams. Excusez-moi, je les appelle des quidams. Oui, c'est pas un crime, oui. Des quidams s'autoproclamant comme des experts en relations internationales. Et qui se moquaient injustement du président pour dire « Non, mais l'article 217 ne parle pas de la territorialité.
C'est un article qui évoque, par exemple, comme la France, l'Union européenne, on a aujourd'hui les euros. Donc, chaque pays a cédé une partie de sa souveraineté parce qu'on a une monnaie commune qu'on appelle euro. La souveraineté, c'est seulement des exemples de ce genre-là. Rien à voir avec la territorialité dans le sens de voir notre pays être occupé par les Rwandais ou d'autres pays, par exemple. Mais c'est faux. Ce raisonnement-là, c'est un raisonnement à côté de la plaque. C'est de la mythomanie, je dirais même médiévale. Monsieur Edi Tchala, l'article 217, c'est exactement l'explication que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo donne, qui est la bonne explication. Je m'explique en 2 secondes avant que vous n'abordiez l'économie. Vous aimez bien l'économie, hein? Mais pour que l'économie marche, il faut que la politique... Il faudrait que la politique soit en règle, bien entendu. Monsieur Edi Tchala, je vais évoquer 3 choses en relations internationales. Moi, je ne suis pas expert en relations internationales par rapport à ceux qui ont menti. Oui. Je ne sais pas, il y a des gens qui viennent donner des définitions à la télé après avoir lu sur Google. Et même Google, il faut bien checker. Plus d'avoir une réponse qui n'est pas celle, il faut aller en profondeur. Lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, je prends cet exemple-là. La République démocratique du Congo en relations internationales est une nation. Quand on dit une nation, ça veut dire qu'il y a un peuple, il y a une population, il y a un groupement humain. C'est ça, une nation. Deuxième chose, concept que je vais évoquer en relations internationales. La République démocratique du Congo est un État. Quand nous disons État, ça veut dire qu'il y a un gouvernement et il y a des lois dans ce pays-là. L'État congolais, disons, la République démocratique du Congo a un gouvernement. Il y a un chef de l'État, il y a un premier ministre, il y a des ministres, des vice-premiers ministres. Il y a des lois. Nous avons une constitution, même si nous allons la changer évidemment, et des lois organiques. Nous avons ça. C'est ça un État. Maintenant, en 3e lieu, le concept que je vais évoquer pour ridiculiser ces quidams qui mentent à la télévision. La République démocratique du Congo est un pays. Le concept est bien prononcé, je ne suis pas en train de tergiverser ici. Un pays, c'est quoi? C'est l'espace géographique. C'est la territorialité. Ça veut dire que dans la souveraineté, la RDC n'est pas qu'une nation avec une population, parce qu'on n'a pas volé notre population, elle est là de toutes les façons. Mais elle est volée en partie, hein, là où on a occupé. C'est sous... De 2, nos lois, ce sont nos lois. Ça fait partie de la souveraineté, le gouvernement, le chef de l'État, les ministres, tout ça, ça fait partie de notre souveraineté. Mais là où je cristallise ma pensée ici, pour répondre à ceux qui ne savent pas lire la Constitution, la RDC est un pays. Donc l'espace géographique est combattu, notre espace géographique, par les Rwandais. Parce que nous devons citer les Rwandais, qui veulent à tout prix avoir habité, disons, occupé certains territoires, comme c'est le cas maintenant. Il y a une partie du pays qui est occupée par les Rwandais. Le M23 n'est pas un mouvement de rébellion. C'est l'agression rwandaise. Le M23 est une carpette. C'est une marionnette. Le marionnettiste, c'est le Rwanda. Et c'est vrai que ce n'est pas les Rwandais. Derrière les Rwandais, il y a certains beaucoup de pays que je ne peux pas et tout ça. citer ici. Donc, chers compatriotes, aimons notre président. En fait, ici, le débat sur la Constitution, si je dois boucler là-bas pour qu'on passe à l'économie, les gens ne sont ni contre la révision constitutionnelle, ni contre les changements. Mais ils sont en train de jalouser le président de la République. Les gens sont contre le président. Oui, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Oui, c'est votre point de vue. Il y a ceux qui sont en train de jalouser le président, comme vous le dites. Ça veut dire que tous sont d'accord qu'il faut soit changer, soit réviser la Constitution, mais ils jalousent le président parce que ça arrive en ce moment. C'est le point de vue de Anissé Yomboranyama. Les temps qui nous est concernés, nous allons prendre quelques minutes pour les questions économiques. Oui. La Constitution, on la changera, c'est votre point de vue. Mais pour que le président fasse comme De Gaulle l'a fait, il faudrait que l'économie soit forte et que cette économie soit tenue par les Congolais. Voilà. Mais de plus en plus, l'économie congolaise est entre les mains des étrangers sans être xénophobe. Et que ces étrangers chez nous ont la possibilité d'accéder au crédit que le Congolais, les nationaux. Comment vous pensez que dans un environnement comme celui-là, il soit possible d'avoir une émergence de la classe moyenne congolaise ou du patronat congolais? Monsieur Edi Tchala, ça c'est une question fondamentale. Et cette fois, soyons sérieux et analysons les choses froidement. Notre économie est une économie extravertie. Les concepts, nous l'utilisons toujours. Et aujourd'hui, nous disons que l'économie congolaise est entre les mains des expatriés. Pour ça, je n'ai pas autre chose à dire
que de vous paraphraser. Notre économie est malade. L'accès au crédit pose problème en République démocratique. Les jeunes Congolais, les jeunes entrepreneurs qu'il y a dans ce pays ne savent pas accéder au crédit. Par contre, je ne suis pas xénophobe. Mais je sais que la plupart des expatriés qui ont ici, certains pays, je ne vais pas citer, ont facilement accès au crédit que les Congolais. C'est vrai que nous devons promouvoir le cosmopolitisme. C'est bien le cosmopolitisme. Mais le cosmopolitisme en République démocratique du Congo ne devrait pas se substituer à la domination des nationaux par les expatriés sur le plan économique. Ça, c'est anormal. Moi, je suis contre ça. Nous devons nous battre pour trouver une solution. La République démocratique du Congo est censée avoir ses propres banques commerciales, c'est-à-dire des banques commerciales appartenant à des Congolais. Pourquoi notre économie souffre? Elle souffre parce que les richesses étant entre les mains des expatriés, nous vivons sur le plan économique ce que nous appelons le rapatriement des capitaux. Le rapatriement des capitaux, c'est quoi? Ça veut dire que la plupart de nos expatriés qui travaillent ici, l'argent, ils n'y touchent même pas. Moi, je peux vous dire la vérité, je ne cite pas les noms des communautés des expatriés qui sont à Kinshasa. Est-ce que vous savez qu'il y a des milliardaires, des millionnaires étrangers qui sont ici, qui ont construit de beaux immeubles, ça et là? Lorsque leurs compatriotes arrivent ici, ils ne vont pas louer, hein, ils les logent là-bas. C'est ce dont je parle ici, ce n'est pas une insulte envers quelqu'un, je décrypte la situation économique. Ils les logent gratuitement, première chose. Deuxième chose, le travail qu'ils font, le salaire, ils n'y touchent pas. L'argent rentre directement dans leur pays. Les salaires sont payés dans leur compte bancaire dans leur pays. Ça, c'est le rapatriement des capitaux. Pourquoi? Parce que les assurances ne sont pas... Le secteur des assurances n'est pas encore assis en République démocratique du Congo. Il n'y a pas ce qu'on appelle des sociétés d'ingénierie financière pour permettre aux banques de faire face au choc, disons, aux risques sur le plan économique. Mais voici ce que je vais dire de fondamental. Je sais qu'il n'y a plus assez de temps, mais les questions économiques, elles m'intéressent pour faire comprendre à nos compatriotes l'urgence qu'il y a de peaufiner des stratégies efficaces pour que notre économie devienne prolifique, qu'elle devienne une économie capable de résoudre les problèmes des Congolais. Je parle de l'extraversion économique en mettant en exergue trois concepts ou trois indicateurs. Lorsque nous parlons de l'extraversion économique, il faut évoquer ici la balance des paiements. La balance des paiements est un document comptable qui retrace les entrées et les sorties des biens, des services et des capitaux entre un pays et le reste du monde. Nous avons la balance commerciale en second lieu et en deuxième lieu. La balance commerciale, c'est le flux des importations et des exportations. Mais nous sommes ici en déficit commercial, tout le monde le sait. Notre balance commerciale est déficitaire. Pourquoi nous disons qu'elle est déficitaire? Parce que nous importons plus que nous exportons. Ça, c'est une difficulté. Et puis, le troisième indicateur, celui-là est le plus important. Et chaque fois que je parle de cet indicateur, mes larmes affluent aux yeux. Mes larmes coulent à foison. Cet indicateur, c'est le taux de pénétration. Le taux de pénétration, c'est la part de la demande intérieure qui est satisfaite par les exportations. Ça veut dire, je donne un exemple, l'achat des véhicules. Combien de Congolais ont des véhicules grâce aux importations? C'est presque 100%. Est-ce qu'on fabrique des véhicules ici? Non. Les montres, on ne fabrique pas les montres ici. Même les poissons, nous importons les poissons. Monsieur Edi Tchala, là où vous êtes assis, pour vous montrer que nous sommes dans une extraversion presque totale. Le micro que vous avez tenu a été fabriqué au Japon. La cravate vient certainement de l'Italie. Le costume vient de la Turquie. La chemise de la France. Vous avez des souliers qui viennent de l'Italie, vraisemblablement. Qu'est-ce que je vais évoquer? La chaise sur laquelle vous êtes assis vient du Brésil, qui est la première puissance forestière. Nous sommes la seconde. Nous sommes incapables de fabriquer. Les écrans qu'il y a derrière vous, ça vient d'ailleurs. Nous importons tout. Les lits sur lesquels vous avez passé nuit vient de l'extérieur. Mais c'est méphistophélique, ça. Nous devons changer. L'extraversion économique tue l'économie congolaise. Autre chose qui tue notre économie, c'est quoi? Est-ce que vous savez que ce que nous appelons l'économie souterraine, c'est-à-dire l'économie informelle, a des inconvénients incroyables?
Parce que notre économie est à plus de 70% une économie souterraine. Quels sont les inconvénients? Parce que quand on parle de l'économie informelle, les gens voient les mots informels, mais ils ne comprennent pas la profondeur. Je vais citer 4 choses ici pour cristalliser les inconvénients qui doivent rester dans nos esprits, qui font que l'économie informelle tue l'économie congolaise. Première chose, la précarité des emplois. Les emplois précaires, c'est des emplois instables. Voilà, ça ne donne rien. Deuxième critère, autre inconvénient que je donne ici, de l'économie informelle, c'est que cette économie provoque ce qu'on appelle l'absence de la protection sociale. Les emplois ne sont pas protégés parce que c'est dans le secteur privé. À 65 ans, vous n'avez pas la protection sociale, les conséquences, vous les connaissez. Troisième inconvénient, il y a la concurrence déloyale. Parce que ce n'est pas organisé, vous pouvez trouver 3, 4, 5, 10 personnes en train de faire la même chose au même endroit. Ça, c'est une concurrence déloyale. Aux mêmes heures, au même endroit. Et quatrième inconvénient, ça c'est l'inconvénient le plus fatal, ou le plus important, je vais le dire, c'est la perte de recettes fiscales, non fiscales et parafiscales. Pourquoi? Ce qui est informel n'est pas connu. Donc la collecte ou le recouvrement de l'impôt pose problème. Et même la DGRAD qui collecte ou qui capte les recettes non fiscales n'a pas accès à ces recettes. Et la parafiscalité ne peut pas jouer son rôle. La parafiscalité, je vais citer l'exemple de la RTNC, qui est censée accéder aux redevances. La redevance est un impôt parafiscal ou une taxe parafiscale. Vous ne pouvez pas y accéder dans les entreprises qui sont dans l'informel. Conséquence, notre économie est extravertie, nous sommes dominés par les expatriés, notre économie va décrescendo et la situation économique ne peut pas évoluer. Oui, la photo est assez critique. Voilà. Maintenant, il faut des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais évoquer le secteur bancaire. On va rester dans la macroéconomie pour des réponses. Vous aimez la macroéconomie, monsieur Didier? Pour des réponses assez structurelles. La Banque centrale de la République démocratique du Congo a pour rôle de réguler le secteur bancaire, mais aussi de le contrôler. Voilà. Est-ce qu'il y a lieu d'imaginer des mesures qui facilitent l'accès au crédit des Congolais? Est-ce qu'il y a des possibilités à ce niveau-là que la Banque centrale agisse pour permettre aux banques commerciales ou donner une possibilité aux banques commerciales, une certaine garantie, je ne sais pas comment ça se passe, mais donner la possibilité aux hommes d'affaires congolais d'accéder au crédit. La question est bien posée, mais je vais y répondre en vous choquant. Monsieur Edi Tchala, moi j'ai des amis parmi les expatriés qui ont investi dans le secteur bancaire. Voici leur discours. Ils disent ceci: on ne peut donner les crédits qu'à quelqu'un qui y contribue. Parce que les banques constatent que pour la plupart des temps, ce qu'ils ont dans leur matelas, c'est de l'argent des expatriés. Je suis peut-être méchant, je ne sais pas, mais j'aime dire la vérité comme ça. Nous avons une différence à faire entre la politique monétaire et la politique budgétaire. La politique monétaire, ça c'est géré par la Banque centrale. C'est l'action de la Banque centrale qui consiste à mettre en place des stratégies pour stabiliser les prix des biens et des services sur les marchés. Ça, c'est la politique monétaire. Et la politique monétaire a un instrument puissant que nous appelons les taux directeurs. Les taux directeurs, tout se joue là-bas. Tout se joue là-bas comment? C'est parce que il y a ce qu'on appelle le mécanisme de transmission de la politique monétaire. Lorsque la Banque centrale augmente le taux directeur, les banques ont du mal à accéder au crédit. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ils augmentent les taux donc les crédits. Les gens ne savent pas accéder parce que le taux est élevé. Les banques ne savent pas accéder. Les ménages ne savent pas accéder. En ce moment-là, ceci permet au marché de s'auto-réguler. Et en ce moment-là, la situation est plus ou moins bonne. Mais lorsque la Banque centrale abaisse le taux directeur, ça veut dire que les banques commerciales ont beaucoup d'argent en ce moment-là et le petit peuple, disons les ménages, les entreprises, ont accès au crédit à des taux acceptables. Et ça provoque l'inflation malheureusement. Ça, c'est des notions économiques que j'explique. Mais le vrai débat n'est pas là-bas. Moi, je n'ai pas encore bien répondu à votre question. Vous dites, que faire pour que les nationaux accèdent au crédit? Pour qu'ils accèdent au crédit, il faut que les Congolais investissent. Nous devons promouvoir la classe moyenne
congolaise. Nous devons financer notre économie. Le président l'a dit depuis son arrivée au pouvoir, il faudrait promouvoir la classe moyenne. C'est une volonté, mais qui implique plusieurs décisions et plusieurs actions à mettre en œuvre. Et parmi les principales, c'est justement la possibilité d'accéder au crédit. Qu'est-ce qui doit être fait justement? Ce qui doit être fait pour accéder au crédit, il faut de la production, il faut des moyens. Il faut que les Congolais créent leur propre banque. Je donne ici l'exemple de la Chine. J'y reviens encore. Pourquoi la Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui? C'est parce que la Chine a compris que le secret de l'économie, ce n'est pas nécessairement la macroéconomie de John Maynard Keynes, les Britanniques qui a créé la macroéconomie. C'est lui, je crois, les pères de la macroéconomie, John Maynard Keynes. Mais la Chine a compris la clé du développement, c'est la production des biens et des services. Non seulement vous produisez, mais vous transformez en même temps. Aujourd'hui, comme vous le savez, M. Di, la Chine est le premier pays exportateur de biens et de services au monde. Si quelqu'un veut me contredire, j'attends, là, qu'il vienne avec les arguments. C'est le premier pays. La Chine est devenue aujourd'hui la première puissance manufacturière. Donc, c'est la transformation des matières premières en produits finis. Et ce que nous ne comprenons pas, nous, Congolais, les matières premières sont importantes. C'est quoi les matières premières? Les matières premières sont des matières qui sont à la base de tout processus de fabrication des biens. Les matières premières, c'est grâce aux matières premières, le bois qui te permet d'avoir la chaise, l'habit ici, c'est le coton, les micros, la fibre optique que nous avons les germaniums, heureusement nous allons commencer à produire les germaniums. Et la Chine aujourd'hui est devenue le premier partenaire commercial et économique de tous les continents africains. La Chine a dominé les États-Unis en termes de la manufacture. Depuis 2010, la Chine est devenue une puissance parce que la production des biens et des services, c'est ça la clé. Mais nous préférons donner les indicateurs, les agrégats économiques, les PIB, qu'on appelle PIB aujourd'hui, l'inflation, les débats tournent autour. Une macroéconomie qui n'est pas assise sur la microéconomie en termes du comportement des agences économiques, c'est du sophisme. C'est du sophisme. Nous devons nous focaliser sur la microéconomie. Si la microéconomie est organisée, la macroéconomie, c'est une conséquence de la microéconomie. Je donne un exemple important ici. Tous les pays du monde savent qu'il y a trois secteurs importants de l'activité économique. Les secteurs primaires, les secteurs secondaires et les secteurs tertiaires. Les secteurs primaires, c'est le secteur de l'exploitation. Comme là, nous avons les secteurs miniers. Qu'est-ce que nous exploitons? Rien. Nous n'exploitons rien. L'exploitation est assurée par les expatriés. Deuxième secteur important, c'est la transformation. Nous ne transformons rien. Les quelques usines de transformation aussi appartiennent aux expatriés, surtout dans les secteurs miniers. Et puis en troisième lieu, les secteurs des services. Là, le service, c'est quoi? C'est la mise à disposition d'un savoir-faire manuel, technique et intellectuel. Les Congolais ne sommes pas encore au point à ce sujet. Nous devons travailler davantage parce qu'il y a de l'intelligence à mettre en œuvre. Nous avons des Congolais intelligents, c'est le manque d'organisation qui pose problème. Si je prends par exemple les secteurs de transformation, les secteurs secondaires, je vais vous choquer une fois de plus. Est-ce que vous savez que la plupart des métaux que nous avons ici ont des sous-produits? Je cite toujours le platine, palladium et l'érodium. Chaque fois que vous produisez du platine ici, ou du nickel, le nickel, je crois que c'est à Kananga, là-bas au Kasaï, on produit le nickel. Automatiquement, rassurez-vous que là où il y a les platines, il y a l'érodium comme sous-produit. Et quand nous disons sous-produit, les gens croient que c'est quelque chose de banal. Non, il y a des sous-produits qui coûtent plus cher que les produits lui-même. Les gens qui sont experts dans le secteur des mines le savent. L'érodium, qui est caché dans le nickel ou dans le platine, l'érodium coûte plus cher. Et d'ailleurs, c'est le métal le plus cher au monde aujourd'hui. C'est l'Afrique du Sud qui est le plus grand producteur d'érodium, qui fait des milliards avec ça. Mais chez nous, comme nous ne transformons rien, nous sommes à côté de la plaque. Les temps nous impartis s'écoulent vite. Anissé, en République démocratique du Congo, le gros du budget est consommé par les institutions de la République. C'est une question cruciale. On en parle depuis des lustres, mais on ne trouve toujours pas de solution. Que faire?
Comment pensez-vous réduire cette pyramide inversée en termes de consommation du revenu national? Moi, je suis un homme qui réfléchit beaucoup sur les questions économiques. On n'a plus que 3 minutes. Et pour les comprendre, regardez mon compte Twitter. Notre budget, parmi mes tweets, il y a un endroit où je dis que le budget de la République démocratique du Congo, c'est un budget qui sert à la subsistance des institutions politiques. Je le dis comme ça clairement. C'est un budget, 18 milliards de dollars. Excusez-moi les termes, j'aime bien la première ministre, j'aime le président de la République. Pour les questions économiques, je ne pardonne pas, j'aime dire la vérité. Le budget que nous avons, c'est un budget squelettique. 18 milliards de dollars, je vois des gens contents. Mais ce n'est pas beaucoup d'argent. 18 milliards de dollars, c'est quoi pour la République démocratique du Congo? Monsieur Eddy, je vous dis la vérité, les jours où nous allons prendre les choses au sérieux, nous avons la large latitude de mobiliser dans ce pays annuellement 100 milliards de dollars, c'est possible. Je donne 2 exemples. Si vous prenez le secteur de transport, vous prenez seulement les charrois automobiles. Si chacun, vous ne manquez pas une voiture, si vous devez payer ne fût-ce que 10 dollars chaque mois, moi je paye 10 dollars, lui il paye 10 dollars. Prenez les 26 provinces, les grandes villes, par mois, avec l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, nous mettons fin à l'économie informelle ou souterraine et on commence à collecter l'impôt. La RDC peut faire minimum 10 milliards chaque mois. Donc ça, la capacité de mobilisation est faible. Elle est très faible. Ça, je l'ai dit, je n'ai peur de personne, c'est la vérité. Les jours où nous allons rationaliser les méthodes de captage des recettes, 100 milliards de dollars par an dans ce pays, c'est rien du tout. Nous avons la possibilité. Nous allons terminer, mais je vais vous secouer. Dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, sur les questions économiques, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que vous pensez que le changement de la Constitution, c'est ce qu'il faut pour arriver? Absolument. Je salue le président de la République et je suis content pour le fait que le peuple congolais a vraiment réaffirmé sa prédilection pour lui. Le changement de la Constitution est une solution magique parce que nous aurons une Constitution bénie. Ce ne sera plus la Constitution du sang que nous avons, celle des belligérants. Ce sera une Constitution d'un président démocratiquement élu. Comme nous allons nous focaliser sur les questions économiques, la Caisse nationale de péréquation, comme moi je propose, aura 60% du budget. Nous saurons désormais les ministères, quelle vision pour chaque ministère. Venez pas avec votre vision, hein. La vision existe déjà. Vous l'appliquez, vous n'êtes pas à la hauteur, out. Et à part ça, la lutte contre la corruption va être le maître mot. C'est ça, pour mettre un terme définitif à la corruption. Et lorsqu'on met fin à la corruption, à la fraude fiscale, parce qu'il y aura des réformes structurelles, nous allons quitter les volets conjoncturels. Ce sont des réformes structurelles que le président Tshisekedi va incorporer dans la constitution que nous allons changer, que le boom économique va être inévitable. Et vous serez contents, vous aussi. Merci Anissé Yumburanyama pour cette affirmation. En tout cas, Anissé est de ceux qui pensent que la constitution actuelle doit être complètement jetée à la poubelle et trouver une nouvelle constitution. C'est son point de vue. Il y a ceux qui pensent qu'il faudrait la réviser. Ils ont le droit de le penser. Il y a ceux qui pensent que le statu quo est bon, cette constitution est la meilleure. Ils ont droit à la parole et la radio-télévision nationale congolaise vous donne la possibilité de donner votre point de vue. Et Anissé Yumburanyama, qui a un penchant pour les questions économiques, a en quelques minutes démontré ce que la République démocratique du Congo peut faire pour essayer de s'approprier son économie, comme nous l'avons constaté tous, qu'elle est extravertie. Il faut donc se battre pour que les Congolais s'approprient cette économie. En tout cas, question d'actualité, c'est à votre disposition. Merci de nous avoir suivis.